Alors voilà, la nouvelle tombe. Peut-être au détour d'un couloir ou par un mail un peu formel. Un membre de son équipe vient d'être élu au CSE. Et là, tout de suite, on sent cette petite pointe d'inquiétude, cette avalanche de questions qui déboule. C'est un grand classique, une situation que la plupart des managers connaissent par cœur. Et la première pensée, c'est souvent ça, hein. On se dit, ça y est, il va passer son temps en heure de délégation, il va chercher la petite bête sur tous mes process. On a tout de suite cette image de confrontation, de temps perdu, d'une complexité en plus à gérer. On s'imagine déjà les réunions bien tendues, les questions qui piquent. C'est presque un réflexe, c'est ancré dans une certaine culture du management. Ok, mais et si on retournait complètement la situation? Si au lieu de voir un adversaire, on y voyait une vraie opportunité? C'est vraiment le cœur de notre réflexion aujourd'hui. Comment on peut arrêter d'être sur la défensive pour passer en mode co-construction? Et l'idée, c'est de ne plus voir le CSE comme un problème, mais de le considérer comme une ressource, une vraie ressource stratégique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va s'attaquer à un mythe qui a la vie dure. Celui qui consiste à voir les élus du personnel comme des obstacles, des bâtons dans les roues systématiques. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la caricature, l'élu bloqueur, et de l'autre, la réalité, la vraie, le CSE, c'est une partie intégrante de la gouvernance de l'entreprise. C'est un rouage essentiel. L'ignorer, eh bien, c'est un peu comme conduire en faisant semblant de ne pas avoir de rétroviseur. Ça peut marcher un temps, mais c'est hyper risqué. Donc la vraie question, ce n'est même pas une question de morale, c'est une question purement stratégique. Pourquoi est-ce que c'est une erreur de voir le CSE comme un obstacle? Eh bien parce que maintenir cette vision conflictuelle, ça a un coût bien réel pour le manager et pour toute l'équipe. Voyons ça de plus près. Alors voilà les 3 erreurs stratégiques. Premièrement, on ignore un capteur de signaux faibles qui est juste incroyable. L'élu, il entend ce que les gens n'osent pas dire en face à leur manager. C'est de l'or, cette info. Deuxièmement, on oublie le rôle de garde-fou légal. Une alerte d'un élu sur un risque, ça peut tout simplement éviter un accident ou même un procès. C'est énorme. Et enfin, troisième point, on perd un relais de communication hyper puissant. Pensez-y, si un élu est convaincu qu'un projet est bon, il devient le meilleur ambassadeur possible auprès des équipes. Bon, maintenant, le moment de vérité. Faisons un petit diagnostic rapide et surtout honnête. Où en est la relation avec les élus dans son propre périmètre? Regardez bien ce tableau. On a identifié 3 modes de fonctionnement. D'abord, le mode conflit. Là, c'est la guerre froide, chaque mail est une pièce à conviction, on se surveille mutuellement. Ensuite, il y a le mode ignorance. C'est poli, mais distant. On fait le strict minimum légal, on ne se parle pas en dehors des réunions. Et enfin, le mode partenariat. Là, c'est différent. Un simple coup de fil informel peut désamorcer un problème avant même qu'il n'explose. Alors, la question à se poser, c'est dans quelle case est-ce qu'on se situe le plus souvent? Et cette phrase, c'est un excellent test en fait. Si on découvre les problèmes de son équipe pour la toute première fois en pleine réunion CSE, c'est que la communication interne est en panne. C'est un symptôme qui ne trompe pas. Ça veut dire qu'il y a une rupture quelque part. Il faut bien comprendre que le dialogue social, ça ne remplace pas le dialogue managérial. Ça vient en plus, ça le complète. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, on passe à la solution. Comment est-ce qu'on construit activement ce partenariat? Eh bien, il existe un framework, une méthode à la fois simple et super efficace. Et cette méthode, on l'appelle la transparence anticipée. L'idée de base est toute simple. Au lieu de subir, on va initier. On partage l'info en amont avant que ce soit officiel et surtout, on transforme les plaintes en projets de résolution. C'est un changement de posture, un vrai changement de posture, radical même. Alors, comment ça marche concrètement? Ça repose sur 3 piliers, 3 règles d'or si vous voulez. Règle numéro 1, l'info en avant-première. Règle numéro 2, sortir du mode revendication. Et règle numéro 3, respecter le temps de délégation. On va détailler chacune de ces règles. Première règle, et c'est sans doute la plus puissante, l'info en avant-première. Imaginez, un projet important va impacter l'équipe. L'idée, c'est de prendre l'élu à part de façon informelle et de lui donner les grandes lignes avant tout le monde. Pourquoi? Parce que personne, absolument personne, n'aime être mis devant le fait accompli. En lui donnant la primeur de l'info, on lui montre de la considération. Et rien que ça désamorce, je dirais 90% des réactions d'opposition frontale. Deuxième règle. Comment on transforme la plainte? Le réflexe, quand un élu remonte un problème, c'est quoi? C'est de se défendre, de dire « Non, ce n'est pas vrai, tout va bien ». Erreur. La bonne approche, c'est de basculer en mode résolution de problème. Au lieu de nier, on dit « Ok, quels sont les faits précis? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer ça ?» Et là, magie. La plainte n'est plus une attaque personnelle, elle devient un projet commun. Et enfin, la 3e règle d'or. C'est une question de respect, mais aussi d'intelligence pure. Le temps de délégation, ce ne sont pas des vacances, c'est un droit légal. Un manager qui va mettre des bâtons dans les roues à un élu pour qu'il pose ses heures, qu'est-ce qu'il crée? De la rancœur, de la méfiance.
À l'inverse, un manager qui facilite les choses, qui aide à l'organisation, eh bien il montre qu'il respecte le mandat. Et ça construit un climat de confiance. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu théorique, alors pour que ce soit bien concret, voyons comment on applique ça dans la vraie vie lors de la prochaine conversation. Prenons un cas pratique, la mise en place d'un nouveau planning de nuit. L'erreur classique, c'est quoi? C'est de bosser sur le planning pendant des semaines, de tout ficeler et de le présenter en CSE en disant « Voilà, donnez votre avis ». Là, c'est la confrontation assurée. La bonne méthode, la méthode de la transparence anticipée, on réunit les élus bien en amont, on leur explique la contrainte et on leur demande de nous aider à identifier les points de vigilance. On les implique dès le début. Le résultat, un projet qui a été co-construit et qui sera donc forcément mieux accepté et souvent plus pertinent. Allez, on passe à l'action. Une chose toute simple qu'on peut mettre en place dès demain. C'est un petit challenge, mais qui est terriblement efficace pour ouvrir le dialogue. On l'appelle le café social. Le principe est simple. La prochaine fois qu'on croise un élu de son équipe, on lui propose d'aller prendre un café. Pas de grand ordre du jour, rien de formel. Et on pose juste cette question. Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs en ce moment que je devrais savoir pour aider l'équipe à mieux travailler? Le plus dur, le vrai secret, c'est d'écouter la réponse. Juste écouter, sans se justifier, sans contre-argumenter. Juste accueillir l'information. C'est le tout premier pas pour bâtir une vraie relation de confiance. Et voilà où on voulait en venir. Le dialogue social, ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une ligne de plus sur la to-do list administrative. C'est une compétence de leadership et une compétence essentielle aujourd'hui. Un manager qui maîtrise ce dialogue, c'est un manager qui pilote son équipe avec une vision à 360 degrés, parce qu'il intègre toutes les données du terrain, même les plus subtiles. Et ça, c'est un avantage stratégique absolument immense.